Tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Voilà, d'ici quelques minutes, nous serons en live émission artistiquement show TikTok avec notre invité du jour, Monsieur Carlos Vaquera, magicien, mentaliste, illusionniste, qui sera avec nous, du coup, qui répondra à toutes vos questions. On va faire une interview, des questions-réponses des internautes auditeurs. N'hésitez pas à écrire en commentaire ou directement à faire votre demande dans les cases invitées. Il y aura 5 cases de disponibles pour que vous puissiez poser vos questions en audio, vidéo à Monsieur Carlos Vaquera, notre invité du jour. Donc Carlos, moi je te fais une demande d'invitation. Tu as juste appuyé sur accepter, enregistrer et tu seras avec nous dans le petit carré. Voilà, comme ça je vais pouvoir te basculer en grand. Est-ce que tu m'entends bien, Carlos? Ouais, je t'entends bien et toi? Ouais, nickel. Le son passe très très bien. Voilà. Ok. Donc je sais pas si tu as une petite chose à faire du coup pendant les 5-6 minutes, le temps que j'accueille le public. Soit tu restes avec nous, soit on fait le réglage en attendant de la caméra. Non, je vais rester comme ça. La seule incertitude, c'est la batterie. Voilà, logiquement, elle est pleine, mais comme c'est un vieux, enfin c'est un iPhone 10, tu vois, je ne sais pas à quelle vitesse elle va se décharger. C'est Ouais, tout. ok. Là, t'es à peu près à combien de batterie? Ah non, là, je suis quasiment à 100%, quasiment. Donc, Ça va, ça va, ça va. Ok. ok. Ça va, Paloma? Ça va et vous? Bien. Paloma, Carlos, Carlos, Paloma. Est-ce que tu peux Ouais, salut. tu peux faire... J'arrive, je vais quand même chercher, activer la caméra. J'active la caméra. Je vais, Voilà. je vais quand même chercher de Et quoi appuie sur... plugger au cas où. D'accord? Faut bien que tu appuies sur enregistrer, sur bande rouge, enregistrer. Et tout Tu veux sera... que j'appuie? Ouais, voilà le temps, puis après on se Ok. retrouve dès que... Ah, Ah, voilà. yeah. Et alors, mais comme ça, je vais regarder au niveau du tapis. Voilà, on voit, donc ça va. Ça a l'air d'aller. Nickel. Merci. C'est la voix qui me fait penser, Samy, Non? Non. sur live, Paul Sanders. Ils ont le même terme de voix. C'est vrai, effectivement. Paul Et alors, Sanders. qui est Paul Sanders? Parce que je connais. Enfin, c'est un nom qui me dit quelque chose, mais. Un ami de ma famille, c'est un très grand musicien, chanteur des Beatles et toute autre génération comme celle-ci. Et il fait un peu la tournée un peu en France et hors de France un petit peu aussi. Donc il D'accord. était venu faire 2-3 shows chez Samy, qui est un très bon ami aussi à lui, quand ils habitaient à Lyon. Voilà. Ouais, Et exact. toi, tu viens pas de Montréal, tu es française. Moi, je suis française pure. Ah bah oui, mais j'entends, hein. Tu vois, c'est l'énergie Carlos de TikTok, parce qu'il y a des gens qui peuvent être, bah, moi maintenant qui suis à Montréal. Paloma, t'es de quelle région, toi? Bah tiens, je vais vous montrer. Ah, Le Mans. Alors, Ben oui, ces fameuses rillettes du Mans. Donc il y a le circuit du Mans des 24 oui, je heures. vois, je vois, je vois. Je vois qu'il est vallonné en plus. Oui. Et Paloma, c'est un prénom espagnol, hein, Gitane, finalement. l'espagnol gitane, kabyle et Ah oui, français. Mm. d'accord. Bah, moi, je suis espagnol, forcément. Et Oui. moi, moi, je le parle couramment, je le comprends couramment l'espagnol. Bueno, qué bien. Bueno, On très va bien. pas, on va pas parler parce que je crois qu'on va alors éviter pas Prendre mal sa de... vie. Vous allez nous perdre. Et du coup, tu viens de Montréal, c'est ça? Ah non, 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 moi je suis espagnol, mais je vis à Bruxelles. Ah, Mais ben je connais très bien Bruxelles. J'ai un ami, mon meilleur ami, il habite côté Charleroi, côté Astières. Et, Voilà. et comment il s'appelle? Qui c'est? Benjamin, mais je vais faire une invitation. Benjamin Rouchet. Ah non, parce que du côté de Charleroi, je connais un Benjamin Mathias, mais qui lui quitte la Belgique d'ailleurs pour aller à... Je crois que c'est au Mexique, je pense, parce qu'il en a Ouais. marre de l'Europe. Je connais bien, puis les frites là-bas sont meilleures qu'en France. Ah, écoute, oui, 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 oui. Moi, j'adore aussi le talent de... Ah, je suis désolé, je vais ouvrir la porte-fenêtre à ma chatte. Vas-y. Elle va certainement nous interrompre à un moment donné, mais voilà, je suis son esclave. c'est très bien. Merci d'être là en tous les cas. On parle de Merci à manger, tous. rien à voir, mais j'aime bien moi là-bas le manger. J'aime bien la bière aussi. Voilà. J'ai bu une bière il y a pas si longtemps, c'est X-Max, c'est quelqu'un qui est venu à côté de Bruxelles justement. Il est venu ce week-end pour mon concert et il m'a ramené des bières belges. Du coup, c'était très fort les bières. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense qu'en Belgique, il y a à peu près 2000 bières différentes. Oui, Donc, mais elles sont meilleures qu'en France. bon, Alors tu sais tu as quoi? Mikey.
Tu as marqué dans les commentaires qui te marque Monsieur Vaquera, je vous ai connu à l'émission Pour la gloire. Ouais, bah oui. Bon, j'arrête de parler de manger et de bouffe et de boire. Non, mais c'est bien, vas-y, te plaise. Le précurseur de Star Academy, etc. à l'époque. Exactement, c'est vrai. Bonjour Ouais, aux arrivants. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Donc, on va évoquer tout ça. Je sais que Carlos a prévu quelques petits tours également ce soir. Yes. Cool. Génial, génial. On préparera des frites et de la bière à la fin du show, normalement. Ah bah à la fin du show, je vais aller manger, ouais, je vais aller manger. Oui. Non, attention, il y a ma chatte qui est en train de renifler le téléphone, tu vois. Je pourrais pas rester longtemps parce que je suis sur mon lieu de travail. Carlos va reconnaître. Attends. Carlos va reconnaître le logo. Ouais, mais regarde, c'est écrit. Moi, je te vois en tout petit. Donc Bon, regarde, Carlos, je vais le mettre en voilà. Ah bah oui, forcément. Bah oui. Voilà. Alors, ça fait longtemps que Mais je prends écoute, plus les transports en commun, mais voilà. Oui, Carlos, je t'ai connu à l'émission Pour la gloire dans les années 90. Je sais plus exactement la date exacte, mais dans les années 90, j'y avais participé. Ouais. Ouais, C'était, je pense, 96, 97. Et qu'est-ce que tu avais chanté? C'était quoi ce que tu as chanté? Je me rappelle plus. Franchement, je me rappelle plus parce que non, ça remonte il y a tellement longtemps. Et tu as connu mon voisin qui est aussi magicien. Et comment s'appelle ton voisin? Félicien le magicien. Ah oui, mais Félicien, c'est un... Parce que Félicien, c'est un truc de France, logiquement. Non, Félicien, c'est mon voisin, c'est le voisin enfin qui habite à côté de chez ma mère. Félicien Thierry. Il se fait appeler Félicien le magicien. Ah d'accord. Alors on a dû se croiser, mais j'avais engagé au festival de Carcassonne, Félicien le magicien, qui était un mec je pense que c'était extraordinaire. Vraiment. Ouais, non, mais voilà, lui aussi, il était magicien. Encore maintenant, il fait encore des petits tours par-ci, par-là, mais ça m'a toujours impressionné. Hein. Donc, il faut venir le 21 décembre au Centre culturel de Grenoble. Je joue le dernier Michel en scène. Je connais très bien le centre culturel. Ouais. Parce qu'à un moment donné, j'ai été conseiller communal à la commune d'Oderghem, justement. Ah bah tiens, drôle. Donc, j'ai touché un peu à tout pour découvrir, pour connaître, et voilà. J'ai tenu 2 ans. Après 2 ans, j'ai arrêté parce que c'était pas ma tasse de thé. Et puis quand je voyais comment ça partait, enfin, on n'est pas là pour parler de ça. Non. C'est pas moi la star ce soir. On est tous de passage, de toute façon. Ouais. Mais écoutez, je dois vous laisser malheureusement. Je dois repartir au travail. Ça a été un plaisir de pouvoir discuter. Merci et à bientôt. À bientôt. Merci Artistica, au revoir Carlos, au revoir tout le monde. Merci Mikey, à bientôt. Et ben voilà, on va pouvoir commencer. Tu vois, les personnes arrivent petit à petit, hein, Carlos, du coup on va être à l'heure. Il y a 18 personnes déjà, mais ça va continuer à arriver petit à petit. Coucou Fabrice, Carlos, Hello. Carlos, Fabrice. Enchanté. Enchanté Comme la Fabrice. flûte. Je suis comme la flûte, je suis enchanté. Ah, d'accord. Alors, Fabrice, c'est notre Laurent Baffy Soft. Précise Soft. Oui, tu m'en avais parlé, c'est vrai. Voilà, de l'association Artistica Production. Alors, c'est marrant que tu dises soft. Hein. Je veux dire, si tu as envie d'être un peu moins soft, vas-y, hein, Fabrice, moi je te Oui, mais je me gaffe, hein, parce que TikTok, c'est un piège. Hein. Je me suis déjà fait bannir de live pour des mauvaises raisons. Je fais un peu attention. D'accord. Bah, écoute, fais comme tu le sens. Mais voilà. Je vais voir s'il y a moyen de faire une petite vanne un peu corrosive, je la ferai. Oui. Et on est comme chez Ardisson, on a les applauses, les acclamations. C'est génial. Et c'est toi qui gères tout ça, j'imagine. Ouais. Hein. Ouais. On ne bouge pas pendant le jingle, mais j'espère que je le reste celui-ci aussi. Il y a Magneto Samy. Magneto Samy, ouais, c'est ça, exact. Alors Carlos, pour te présenter du coup, tu es animateur de télévision, créateur d'illusions mentalistes. C'est ça. Alors, animateur de télé, c'est ce que j'ai été dans le passé. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a
le côté illusionniste, enfin créateur d'illusions que j'aime bien parce que c'est un terme qui est plus poétique que magicien, qui est un terme un peu fort. Et mes deux derniers seuls en scène, parce que j'en ai 4, ne font que du mentalisme parce que, à mon sens, c'est ce qui se rapproche le plus de la véritable magie. On est dans le domaine de l'extrasensoriel. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est oui, auteur, donc je publie des livres, et formateur, ou en tout cas conférencier sur la communication non verbale, les techniques d'influence, la gestion du stress, la prise de parole en public, etc. etc. Génial. Les livres sont de quelle hauteur? Ils sont 20 cm, 30 cm? Non, justement, alors c'est une question fondamentale parce qu'ils dépendent de la maison d'édition. Parfois, ils sont 40, 50 cm. Ouais. Ouais. Et puis, il y en a des tout petits. Par exemple, le plus petit que j'ai écrit, c'est une nouvelle. Et c'est un éditeur belge extraordinaire qui s'appelle les éditions La Miroir. Il avait la plus petite librairie de Belgique, enfin de Bruxelles. Et il y avait des gens qui aimaient lire, mais qui n'avaient pas d'argent. Il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent, mais qui n'aimaient pas lire. Ah ouais, c'est emmerdant. En fait, une collection qui s'appelle Opuscule. C'est des livres avec 5 animaux qui coûtent 4 €. Voilà. Et donc, ceux qui n'ont pas d'argent peuvent les acheter. Ceux qui ont beaucoup d'argent, qui n'aiment pas lire, peuvent les acheter parce qu'on lit ça en 20 minutes. Ah, mais c'est super comme idée. Ouais, c'est des livres format poche, en fait. c'est ça l'intérêt, c'est qu'on peut l'avoir dans sa poche revolver ou pas si on n'a pas de revolver. C'est pas si c'était pour toi, logiquement, Fabrice. Hein. C'est vrai que si on a une carabine, c'est un peu plus compliqué. Et pour ceux qui aiment pas lire, il y a des vidéos, quelque chose, qui explique des choses, parce que du coup, il y a plein de gens qui aiment pas lire. Alors ça c'est quelque chose qui me dépasse, moi, les gens qui n'aiment pas lire. Alors, il y en a plein qui savent pas lire, attention. Faut changer le mot. Il y a plein de gens qui savent pas lire. Non, moi je sais lire, mais j'aime pas lire. Ah, Alors, ok. peut-être- Je pense que tu n'aimes pas lire parce que tu n'as pas encore trouvé l'auteur qui te faisait vibrer. Mais exactement, parce qu'on a tous, pas quelque chose en nous de Tennessee, je te vois venir, Samy. Hein. On a tous en nous, je pense que tout le monde aime lire, tu as raison. En fait, tout le monde aime lire, mais il faut trouver la bonne lecture. Après, est-ce que J'aime pas ça lire, serait j'aime écrire, moi. Paloma? Bah, tu as les gens qui aiment bronzer, puis tu as les gens qui aiment pas lire. C'est les deux. J'allais dire, est-ce que, par contre, pour rendre accessibles tes livres, tu fais des livres audio? Audio, voilà, c'est pour ça que j'ai demandé. Alors, c'est marrant. C'est marrant que tu m'en parles. Non, j'ai pas de livre audio, mais j'ai D'accord. un copain compositeur qui me dit mais tu dois faire des livres audio parce que en fait, alors il y a des romans, donc je les verrai pas en audio, mais il y a des livres qui sont des livres un petit peu, on va dire, des essais philosophiques. Par exemple, dans Inspiration, où j'ai été ici en Belgique 3 fois best-seller, mais tenons-nous bien, hein, best-seller en Belgique, ça veut dire que j'en ai vendu 3000 fois 3. C'est pas mal. Non plus des centaines de milliers. Et dans ce genre de livre, je disais par exemple que certains sont prêts à tout pour être dans la lumière et d'autres sont simplement lumineux. Et je préfère les gens lumineux. Mais donc je n'ai pas de C'est livre très audio. joli. Ça aurait D'accord. été bien pour les personnes qui aiment pas lire, justement, parce que moi je sais que je vais me faire beaucoup de ça. Alors moi, je pensais même pas à ça, Paloma, par rapport à cette question. Je pensais à personnes aveugles, tout simplement. Ah, aussi. Bah oui, évidemment, tout simplement. Les livres audio, c'est pour les personnes qui peuvent pas lire, qui sont non-voyants. On dit pas aveugles, on dit non-voyants, attention. Hein. Alors pas toujours, parce que j'ai des amis par exemple qui ont un emploi du temps tellement chargé que la seule manière pour eux de lire, c'est dans leur voiture d'écouter un livre audio. Voilà. Et moi, c'est pareil, j'aime pas lire, du coup, je préfère écouter. Je suis pas aveugle, hein, je suis juste sourde. Hein. Puis, par exemple, t'as les gens, les malentendants, les gens sourds, C'est tout. les gens sourds ou malentendants, ils écoutent pas la musique, ils lisent les paroles des chansons. C'est le contraire, en fait. C'est pas mal. Alors les malentendants, parce que j'avais un copain à moi qui était... Moi, je pratique les arts martiaux aussi depuis que je suis tout petit. Et j'avais un Comment copain qui s'appelait Alex Sengoga, enfin, qui s'appelle toujours d'ailleurs, et qui était champion du monde de karaté, mais il était sourd-muet. Et le type, il dansait... De karaoké? Ah non, de karaté, j'ai compris de karaoké. C'est ça. Et il dansait magnifiquement bien parce qu'il n'entendait pas, mais il sentait toutes les vibrations, toutes les basses, etc. Ah ouais. Non, mais c'est pas une maladie, hein, d'être sourd ou aveugle. Hein. Faut le Ah non, savoir. non, non, bien sûr que pas du non. tout. C'est Bien un sûr que non. handicap. C'est un C'est handicap? Oui, non, regarde, moi je chante bien sur scène et j'entends pas forcément les musiques. Or, C'est ça. si c'est Aya Nakamura, c'est pas grave si t'entends pas, hein, par exemple. Si tu nous regardes, Aya, Je te rassure, allez.
Alors Carlos, pour résumer du coup, c'est ce que tu disais. Donc tu es né donc le 8 décembre, bientôt ton Ouais. anniversaire. Ouais. Bonsoir à tous. Coucou Bonsoir. Chris, bienvenue. Merci d'être Ça avec va nous. Bonsoir. Ça va très très Vous bien toi parlez aussi. des sourds et muets alors, c'est ça? Là pour le Eh moment. ben, Oui. moi, je vais vous partager quelque chose. En fait, je suis organiste professionnel, je joue de l'orgue dans une cathédrale, d'accord? Et j'ai eu un prof d'orgue sourd et muet. Et il est connu mondialement. Et ce prof, je vais vous raconter une anecdote. Il me faisait travailler un morceau pour mon examen. Et vous savez, à l'orgue, on joue avec les pieds aussi, hein. On a un clavier entier, comme ça, comme avec les mains, aux pieds, avec lesquels on joue. Et je jouais mon morceau, et il me dit non, tu recommences au début de la troisième portée. Je fais pourquoi, monsieur? J'ai pas fait d'erreur. Il me fait regarde le doigté sur ton pied droit. C'est un talon ou une pointe? Il avait entendu que j'avais mis une pointe au lieu de mettre un talon sur le pied. Avec D'accord. avec avec le morceau entier au-dessus, hein. Ouais. Entendre Est-ce toutes que les je notes, peux- la polyphonie, entendre la polyphonie et savoir que tu mets un pied. Et j'étais fou, quoi. Je dis, mais comment il arrive à faire Chris, ça, quoi? Oui. est-ce que je peux me permettre, il y avait tout simplement notre invité qui allait parler, qui continue à Pardon. se présenter. Voilà. Oui, vous inquiétez pas. Moi, ça me dérange absolument pas d'aller dans plein de directions différentes. Et j'ouvre une parenthèse par rapport à ce qui vient d'être dit. Pierre Brama, qui était un champion du monde de magie, qui était français, petit à petit, il a commencé à perdre complètement l'audition, qui était très embêtant parce que lui, ces techniques, il les utilisait avec un rythme bien particulier. Et pour continuer à travailler, en fait, il a changé en fait le son par en fait des lampes qui changeaient la rythmique de ce qu'il faisait. Donc voilà, il y a toujours moyen de, on va dire, j'en parle dans mon dernier spectacle, c'est la loi de la, enfin c'est une loi la loi de la substitution, c'est-à-dire quand il y a un sens qui est perdu, on renforce un autre sens. Voilà. C'est pour ça que les gens qui perdent le sens de l'humour développent le sens de la bêtise humaine. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, en plus. Ben, moi, je Alors connais. voilà, donc Oui, Excusez-moi, vas-y, non, Fabien. vas-y. Non, Là, vas-y, je voulais vas-y. juste faire une petite blague. Ben, c'est une Oui. petite blague un peu humour noir, hein. Moi, Vas-y. je connais deux aveugles. Ils s'entendent très mal, mais ils peuvent pas se voir non plus. Donc voilà, alors tu Samy, nous arrête disais- de me motiver comme ça, s'il te plaît. Ouais, voilà. Bravo Alors- Fabrice. Tu es né le Ah, 8 écoute. décembre, c'est ce que tu nous disais. Donc 1962, je me permets de donner la date. Donc tu es tout jeune, concrètement. Ah, c'est sûr. En fait, j'ai 20 ans avec 40 ans d'expérience, quoi. Ouais, c'est ça, exact. Dans le Léon, en Espagne. Léon, c'est la province de Léon, dans un petit village qui s'appelle Caboyes de Abajo, qui est à 700 mètres d'altitude. Ouais, génial, génial. Alors je sais que tu arrives en Belgique à l'âge d'1 an. Ouais, Voilà. Ton papa travaillait dans l'armée de l'air et il décide de fuir le régime franquiste. exact. Voilà. Il immigre en Belgique Oui, et il s'installe tout d'abord, je crois, à Forest, hein. tout à fait. Les renseignements sont parfaits. Bon, parfait. Puis, alors, excuse-moi, Woluwe-Saint-Lambert. Woluwe Saint-Lambert. Woluwe Saint-Lambert. Voilà. Woluwe Saint-Lambert. Alors, Forêt, c'est un quartier d'immigrants, on va dire, hein, où il y a beaucoup d'Espagnols, de Marocains, etc. Et la chance fait que de là, on va à Woluwe Saint-Lambert, qui est une commune, on va dire, beaucoup plus huppée, avec des gens qui ont plus de moyens, etc. Et on arrive là parce que, en fait, le propriétaire cherchait un concierge, entre guillemets, et voilà. Je sais pas comment ils se sont rencontrés, mais de Forêt, on est passé à Woluwe Saint-Lambert, et c'est là où j'ai grandi, on va dire, toute mon enfance et mon adolescence. Exactement. Alors, Forest, Ok. il me semble que concrètement, c'est la seule commune qui est officiellement bilingue, hein, français-néerlandais. Oh, il y a plusieurs communes qui sont bilingues. On appelle ça à facilité en réalité. Ça peut être Rode-Saint-Genès, comme Linkebeek, Bersel, enfin, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, exactement. Donc, tu as suivi donc, tes humanités. Je sais Ouais. qu'à 17 ans, tu vas découvrir la magie par un copain. C'est ça. En fait, Voilà. moi, je voulais être prof de gym, donc j'étais en humanité sportive. Et puis, j'ai un copain qui me dit, ah, j'ai le frère de mon copain qui est magicien. Je dis, ah ouais. Et donc, j'ai été lui rendre visite.
Et là, c'était ce qu'on appelle de la magie de proximité, hein, close-up magic. Et là, j'ai eu mes neurones qui ont complètement été bousillés. J'avais jamais vu ça de ma vie, à 50 cm de ma vue. Et il me dit, ben, reviens quand tu veux. Et c'était les grandes vacances. Ouais. Et j'ai acheté un livre qui est là, derrière ma bibliothèque, là, un livre de 1948, qui s'appelle Greater Magic. Et j'ai passé toutes mes vacances à lire ça. Et quand on débute, c'est très compliqué parce qu'un tour qui fait 2 minutes, ben, on met 3 heures à l'étudier parce qu'il faut comprendre. On passe de l'abstrait au concret. Et c'est devenu en fait un hobby, qui est devenu une passion. Et par la force des choses, c'est devenu mon métier. Et donc j'étais le premier professionnel à vivre de la magie de proximité en Belgique. C'était en septembre 84. Et à l'époque, tout le monde me disait mais tu peux pas vivre de la magie en Belgique, c'est pas possible. Ben, je les ai pas écoutés. J'ai écouté ma petite voix intérieure et voilà. C'est ce qu'il faut faire, ouais. Faut toujours écouter sa voix intérieure. Ouais. Bon, ça dépend Did you read the book ce in qu'elle te English? dit aussi. Hein. Ça dépend ce qu'elle te dit, ta voix intérieure. Si elle te dit va tuer tout le monde, il ne faut pas l'écouter. Hein. Ouais. Non. Si tu les fais mourir de rire, c'est bien. Ah oui, ah ben bien sûr. Mais Ah ben ouais, c'est une bonne idée, ça, tiens. C'est sûr, c'est sûr. Alors, donc, par un copain dont le frère était magicien amateur de base, hein, c'est ça? C'est ça. C'était un amateur, mais Alors, faisons quand même la distinction entre l'amateur et le professionnel. Tu as des amateurs, comme mon maître qui s'appelait Arturo de Ascanio, il était avocat. Donc c'était un amateur, mais il était meilleur que la plupart des professionnels. Et je peux te donner plein d'exemples d'amateurs qui sont des vrais passionnés et qui sont beaucoup plus forts que les professionnels. Donc, amateur, pour moi, c'est l'amant d'un art. En fait, c'est un passionné, c'est tout. C'est pas moins bien qu'un professionnel, par exemple. Non, c'est pour ça que j'utilise plus le terme passionné qu'amateur, généralement. Je trouve que c'est plus poétique. Ouais, exactement. Exactement. Alors, je sais que principalement, tu vas te spécialiser dans la magie de proximité, le close-up. C'est ça, hein, du mentalisme. Et tu as 4 moments show à ton actif. Alors, démons et merveilles, imaginaire, l'apprentissage et rien. J'ai entendu qu'il y a un nouveau spectacle qui se joue. Tu nous disais tout à l'heure, donc... C'est rien. C'est rien. Et l'apprentissage était en 2 mots. C'était l'apprenti-sage. C'est ça. Dans tous mes spectacles, c'est pas que du divertissement, c'est un enseignement. C'est-à-dire, j'ai la prétention de dire que je mets des graines de sagesse dans l'esprit de mes spectateurs. Parfois, ça germe, parfois, ça germe pas. Ceux à qui ça germe pas, ben, ils vont apprécier peut-être le divertissement. Mais pour moi, c'est pas l'important. L'important, c'est pas de divertir, c'est de transmettre des émotions aux gens. Et j'ai utilisé le prétexte qui est l'illusion et le mentalisme. Exactement, tout à fait. Alors pour revenir à ce qu'on disait, tu vas t'entraîner pendant 2 mois durement, ça je sais, et tu vas faire une démonstration de ce que tu as appris du coup au magicien, donc le frère qui était donc magicien passionné, c'est ça. Et c'est alors que vraiment que ton ami magicien amateur t'emmène au Greenwich. Alors il faudrait que tu nous parles du Greenwich. Je crois que c'est une brasserie de Bruxelles. C'est ça, c'est une brasserie. Alors c'était... À l'époque, il y avait un magasin de magie qui était tenu par Klingsor, qui était un nom assez populaire en Belgique. Et juste en face, une vieille brasserie, tu sais, qui sentait la bière, etc. Il y avait des joueurs d'échecs. Ouais. Et on se réunissait, en fait, enfin, ils se réunissaient, parce que moi, je venais à peine de commencer, tous les samedis. Et tous les samedis, ben, moi, j'y allais de 10h du matin jusqu'à 18h. Et il m'enseignait rien, il me montrait à tour de rôle les magiciens de l'époque, qui avaient vraiment un sacré niveau, venaient à tour de rôle me montrer des choses. Et moi, au fur et à mesure que je les voyais, au fur et à mesure que je décelais des petites choses, et chez moi, je reconstituais ce qu'ils me montraient, mais certainement à ma manière, pas à leur manière. Et petit à petit, ben, voilà, c'est devenu quelque chose qui était une obsession. Plus rien n'était important pour moi que cette passion qui me prenait tout le corps et tout l'esprit. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Carlos. Je te présente Jérémy, Carlos Jérémy, qui est notre magicien ici sur TikTok, qui va être présent avec nous au mois de janvier sur diverses émissions. Donc, Jérémy, pour faire un petit tour pour notre invité, te présenter, n'hésite pas. Ben, je suis Jérémy Moustique, le magicien qui fait mouche. Alors, j'ai chopé le Covid de trèfle. C'est un variant du Covid. Et c'est grâce à ça que je suis devenu magicien.
parce que je vomis des cartes à jouer, j'éternue des lapins. Et d'ailleurs, j'ai un petit lapin, je l'ai gardé, il est trop mignon. Je l'ai appelé UQ. Voilà. Ah bon? Ouais, parce que j'aime bien caresser les poils du cul. Je comprends. Ouais. Je comprends. Après, Est-ce qu'avec le nom que tu as, pourquoi tu ne ferais pas, que tu as dit, tu as parlé des mouches, Jérémy Moustique, oui, c'est ça. c'est ça. Mais est-ce que ce serait pas, et après, qu'est-ce que tu as dit après? Je suis le magicien qui fait mouche. Ouais, j'ai aussi un tour de magie où, en fait, je suis pas un excellent Et pourquoi tu ferais magicien. pas et pourquoi tu ferais pas le magicien qui pique? Oui. Comme C'est les un moustiques. moustique. Un moustique, C'est ça vrai, pique. c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Oui. Effectivement. Et en plus, j'ai adopté une mouche, je l'appelais Geoffrey. Et vu que je suis pas un excellent magicien, mais par contre, j'ai un excellent assistant, c'est justement Geoffrey. Et Geoffrey retrouve les cartes, voilà, je l'ai adopté. Qui retrouvait des glaçons, moi. Oui, aussi. Alors, je sais pas si tu es au courant. Est-ce que Juan Anton, ça te parle ou pas du tout? Comment tu dis, Juan? Juan Anton. Ça Non. me dit quelque chose, oui. Juan Anton, c'est un magicien de là où je suis né, Léon. Et ce type fait vraiment des illusions avec tout. Des mouches, des fourmis, mais des vrais. Hein. Par exemple, il a une routine assez incroyable où il demande à une personne de penser une carte. La personne pense une carte et il dit que toutes les cartes ont des noms d'insectes différents. Et par exemple, le 8 de pique, ben, c'est fourmi. Il met un paquet de cartes comme ça, et tout d'un coup, il y a des fourmis qui apparaissent. Il dit, on va le faire avec une autre carte, de 3 de pique, c'est abeille, il met comme ça, et puis t'as une abeille qui sort. C'est Il bien. fait un truc avec une pieuvre, où il fait choisir une carte signée, il la met dans l'aquarium, et tu as les tentacules de la pieuvre qui cherche et trouve la carte signée. Il est incroyable, il est unique au monde. J'adore. Juan Atom, tu dis. Ok, ça marche. Juan Anton, ouais. Je regarderai. Moi, j'ai juste une question pour toi, si je peux me permettre de Oui, te bien tutoyer sûr. aussi. Comment tu as été prolifique? Prolifique. Alors, moi, comment dire? Il y a deux choses. Il y a le don, d'accord? On est doué pour quelque chose, naturellement. C'est à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est la mémoire cellulaire ou c'est quelque chose qui vient d'ailleurs? Je ne sais pas. Et puis, il y a le talent. Le talent, c'est le travail. Moi, je crois que je suis pas un mec doué à la base. J'avais une certaine sensibilité, une certaine peut-être aisance pour communiquer. Mais après, c'est le travail. C'est-à-dire que depuis 44 ans que je pratique cet art, il n'y a pas un jour où j'ai pas travaillé, étudié, pratiqué, etc. Donc, je pense que je suis ni à la recherche de la popularité ni de la richesse. Mon moteur, c'était les défis et les plaisirs. Et j'adore me mettre dans des situations, on va dire, de peur. Pour moi, la peur, pour beaucoup de personnes, la peur, c'est un frein. Pour moi, c'est un moteur. Quand quelqu'un dit à la femme qu'il aime, j'ai peur de te perdre, c'est parce que j'ai un désir. Mon désir, c'est de faire ma vie avec toi, par exemple. Donc, pour moi, me mettre dans des situations, on va dire, compliquées. Par exemple, j'ai fait 12 passages au plus grand cabaret du monde, hein, chez Patrick Sébastien. Je peux te dire que sur 12 passages, il y en a 10 que j'avais jamais fait ni en public, ni nulle part. J'ai eu le bonheur de recevoir un Mandrake d'Or. À l'époque, Gilles Arthur, le producteur, me demande qu'est-ce que tu peux présenter pour les Mandrake d'Or. Je dis mais j'ai un effet de book test. On a un effet avec des livres, mais qui est de plus en plus incroyable pour les spectateurs. Il me dit non, je veux pas ça. Il me dit tu fais les torsions de métaux. Je dis oui, j'avais jamais fait ça de ma vie. Mais tu fais ça pour des publics des salles de 1200 personnes. Je dis oui, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et donc j'ai créé un numéro de 12 minutes avec 6 cuillères et une fourchette. Génial. Donc voilà, alors prolifique, tu sais, je suis un touche-à-tout artistique, hein, donc ça veut dire que j'ai travaillé comme comédien, j'ai travaillé comme animateur de télé, je suis auteur, enfin je fais plein de choses pour m'enrichir et pour partager mes connaissances avec les autres, mais je serai jamais un génie dans une branche ou dans une autre branche. Les vrais génies, c'est des gens comme Juan Tamariz, par exemple, qui rêvent de magie, qui ne font que ça. Toute leur vie est axée là-dessus. Moi, pas. Moi, j'ai besoin de diversité pour m'amuser. Et si à un moment donné, je m'amuse pas, même si l'argent rentre, hein, j'ai travaillé, par exemple, j'ai fait 2 saisons au Théâtre Royal des Galeries, qui est quand même un théâtre magnifique,
où j'ouvais à travailler. Enfin, donc voilà. J'ai fait 2 saisons. Après la 3e saison, je m'ennuyais. J'ai dit j'arrête. Voilà. Moi, j'aime bien en fait. J'aime bien vivre d'expériences et additionner des couleurs différentes dans. C'est ce côté explorateur que j'ai en moi qui me fait. Et moi, justement, je suis trop exigeant. En fait, je veux faire des tours, mais quand des fois, il y a des tours que je vois, ils sont pas impactants. Donc, du coup, je ne les fais pas. Et pourtant, attends. pour les profanes, oui. Jérémy, est-ce que tu travailles pour toi ou tu travailles pour les autres? Pour moi. Voilà. Donc, si tu travailles pour toi, c'est ça le plus important. J'ai eu 2 talk-shows quotidiens à la RTBF qui s'appelaient La Bande à Carlos et Carlos et les autres. Et un jour, j'ai reçu une grande dame qui s'appelait Annie Cordy, parce qu'elle nous a quittés. Je ne sais pas si ça vous parle chez vous, Annie Cordy. Voilà. Oui, oui. Et Annie Cordy, je lui dis à un moment donné, vous savez, moi, Annie, moi, ce que je fais, je le fais pour moi, pas pour le public. Et elle me dit, vous n'y comprenez rien, jeune homme. À l'époque, j'étais un jeune homme. Et elle me dit, c'est pour les autres, il faut travailler. Moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait pour moi. Et tant mieux si je peux faire transmettre cet amour que j'ai pour ce que je fais aux autres. Mais je ne me suis jamais, entre guillemets, prostitué pour plaire à quelqu'un. Et donc, si toi, par exemple, tu fais des choses pour toi et que tu n'arrives pas à les communiquer de la bonne manière, peut-être, hein, parce que tu dis c'est pas impactant pour le public, peut-être que c'est juste... Oui. C'est juste que certains tours, je les trouve moins bien que d'autres, donc du coup, je fais ce que j'aime, mais il y a des tours que je n'aime pas et que certains peuvent aimer, mais que j'ai jamais testé sur le public, en réalité. Ben voilà. Bah, teste sur le public et n'oublie pas... en fait, tu sais, c'est comme la préparation. Je vais ouvrir une parenthèse qui peut être parallèle avec tout le métier que vous faites. Ascanio disait que Ascanio, c'est mon papa spirituel. Hein. J'ai 2 papas spirituels. Arturo de Ascanio et l'autre, c'était Johnny Thompson, de Greg Thompson. Donc 2 légendes de la magie. Et il disait qu'en fait, la préparation, donc l'étude, passe par 7 principes. Le premier, c'est l'étude, c'est-à-dire on étudie une routine, par exemple un livre. Deuxième, c'est la pratique, on commence à pratiquer. Après, c'est la correction. On corrige ce qu'on a pratiqué, parce que quand on pratique, bah, souvent on fait des erreurs. Puis c'est la pratique corrigée. Puis c'est l'assimilation. Ensuite, c'est la domination. Et le 7e point, c'est la perfection. Alors la perfection, moi j'y crois pas. Hein. La perfection, c'est l'étoile du Nord qui nous indique une direction et on sait qu'on la touchera jamais. Et donc, quand tu pratiques une routine, mais que tu aimes, comment peux-tu dire que l'autre ne l'aime pas puisque tu ne l'as pas montré en public? Parce que moi, je trouve que l'effet, il est moyen en tant que magicien. Oui, mais ça, on s'en fout. Parce que toi, tu as ton esprit et ton regard de magicien. N'oublie pas que le public, lui, va découvrir quelque chose qu'il n'a jamais vu peut-être auparavant. Donc, ce qui est important, c'est bien sûr que l'effet est important, mais ce qui est important, c'est ce que tu vas communiquer. Tu sais, par exemple, j'ai mis... Ça, je l'ai compris, ouais. Ça, je l'ai bien compris. C'est pour ça que je fais beaucoup d'histoires dans mes tours de magie, alors que le même tour de magie, il est présenté différemment avec une autre personne. Et forcément, oui, oui. Moi, j'aime bien mettre une histoire, de l'éloquence et tout ça. Donc, ben, magnifique, c'est ce qu'il faut faire. Donc, je te suis. Et toi, ton atout, Carlos, aussi, quand même, c'est d'user de ton charme naturel pour entretenir une relation très directe avec le public, non? Comment tu... Oui, j'ai mon amoureuse qui est là et elle me fait des signes. Je sais pas pourquoi, elle est en train de faire comme ça, je n'ai pas compris. Écoute, charme, comment te dire? Avant de faire la télévision, j'étais plutôt le genre de personne qui aimait plaire et séduire. C'est-à-dire, je voulais que tout le monde m'aime. Et la télévision m'a appris que c'était impossible d'être aimé par tout le monde, parce qu'il y a des gens qui te... Voilà. Même sur les réseaux, hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Exceptionnel que je sois sur TikTok, c'est pour Samir, sinon je ne suis pas vraiment sur TikTok. Enfin bref. Et donc c'était une belle leçon pour moi. C'était une belle leçon de dire, tiens, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est pas grave. Ne cherchons plus à plaire. Donc cette histoire de... Pardon?
Ah, Non, il y a eu un ok. écho. ok. Ouais, il y a un écho. Je vous raconte une anecdote. J'ai eu le bonheur de travailler 15 ans à Monaco, au Sporting Club, qui est une des plus belles salles de spectacle du monde. Et donc, j'ai fait de la magie à Liza Minnelli, qui était ici, en face de moi, et à droite, à sa gauche, il y avait Sammy Davis Jr. Et Liza Minnelli, on ne peut pas dire que ce soit une femme très, très jolie, mais on tombe amoureux d'elle tellement elle a un charme fou. Donc, qu'est-ce que c'est en fait le charme? Qu'est-ce que c'est le charisme? Pour moi, le charisme, c'est pas d'être beau ou pas beau. Le charisme, c'est donner quand on est sur scène, quand on est un artiste, un chanteur. Parce que je pense que au niveau de, si on mélange tous les arts, je parle pas du comédien. Pour moi, le chanteur, c'est ce qui a, à mon sens, le plus impactant. Pourquoi? Parce que imagine que je chante une chanson et j'ai 5000 personnes en face de moi qui chantent ma chanson. Il n'y a rien de plus fort que ça. Un comédien qui va réciter un texte ou qui va dire un texte, le public ne va pas le dire en même temps que lui. Un magicien, on est quand même beaucoup dans le contrôle, même si on improvise énormément, mais on a un rôle très ingrat parce qu'on est à la fois l'acteur, le metteur en scène, l'auteur, on est multifonction. Produit. Ouais, voilà. On est tout J'ai en pas même temps entendu. le produit, tout en même temps, ouais. Voilà, on est tout. Donc le charisme, pour moi, c'est quoi? C'est lorsqu'on est devant 5000 personnes, ce qui n'est jamais arrivé, hein, mais c'est de donner l'illusion qu'on chante pour chaque personne. Oui. Exactement. Et Tout c'est à ça le fait. charisme, à mon sens. Bien sûr. C'est vrai. Donc voilà, pour parler de mon charme, j'en sais rien. Oui, ça. Je prends des notes, hein. Je dis, hein, j'ai tout noté. Hein. Ça y est, t'as un nouveau papa spirituel qui se crée grâce à cette interview. Voilà. Exactement. Je voulais savoir si ta fille, Shana Luna, qui veut dire espoir de lune, a suivi le même chemin que son papa. Pas du tout. Ah. Elle a plutôt suivi le chemin de sa maman, qui a 2 restaurants, et donc elle s'occupe d'un restaurant. Ce sont 2 restaurants. Ma fille est eurasienne, donc moitié vietnamienne et moitié espagnole. Et donc voilà, elle n'a pas suivi ma voie. Et moi, j'étais là simplement, pour moi, j'ai guidé ma fille. Après, elle est libre de faire ce qu'elle veut. On pense souvent que nos enfants, c'est notre continuité. Pas du tout. C'est pas notre continuité. On est là pour les élever, pas pour les éduquer. On les élève, et après, libre à elles de choisir le chemin qu'elles ont envie de faire ou qu'elle a envie de faire. C'est ça. Alors, quand tu as découvert la magie à 17 ans, finalement à 18 ans, tu entames des études pour devenir professeur de gymnastique. Ouais. Voilà. C'est ce que tu me disais hors antenne. Alors qu'il te restait 1 an à parcourir, je sais que le metteur en scène Bernard Decoster, Bernard Decoster, qui était un des plus grands metteurs en scène en Belgique. Exact, t'engage comme comédien magicien. Voilà. En fait, il m'engage comme comédien professionnel. Comédien professionnel. Oui. Pas vraiment magicien. En fait, il cherchait un comédien qui puisse faire des tours de magie. Il n'a pas trouvé. Et donc, il a trouvé un magicien qui pouvait peut-être jouer la comédie. Et là, pour moi, ça a été une grande leçon de vie parce que j'ai joué avec des ténors de la scène comme Jules-Henri Marchand, Francis Besson, enfin, des ténors incroyables. Mais surtout, j'ai eu la chance de découvrir un auteur que personne ne connaît. Cocteau était amoureux de lui. Il s'appelait Ernst Moorman. Donc, j'ai joué dans une pièce qui s'appelait Fantomas. Rien à voir avec le Fantomas, avec... Le vrai Fantomas. Voilà. Et j'étais tellement amoureux de ces mots que j'ai commencé à chercher dans les bibliothèques, dans les bouquinistes, toutes les œuvres originales de Moorman que j'ai trouvées, des années 30, 33, 36, parfois dédicacées de sa main. Et un jour, je me suis dit, mais je veux lui rendre hommage. Et donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle La sagesse des surréalistes. Non, la sagesse d'un surréaliste, où j'ai pris en fait des extraits de Moorman et je les ai commentés, illustrés de manière surréaliste, philosophique ou humoristique. Un exemple, Moorman disait, et j'en ai fait vraiment quelque chose d'important dans ma vie, il parlait à sa femme, enfin sa fiancée, il disait, il y aura une chambre pour toi, une chambre pour moi, et une chambre pour nous, afin de ne pas trop vite nous haïr. Oh. Et c'est pour ça que je vis pas avec mon amoureuse. Elle vit chez elle, je vis chez moi, et de temps en temps, nous nous voyons, nous partageons des moments ensemble. Et donc, on n'est pas dans la routine, dans le quotidien. On n'est pas en train de se dire, ça y est, elle est à moi. C'est comme quand quelqu'un te dit, tiens, je te présente ma moitié. Moi, je trouve ça triste d'être la moitié de quelqu'un. Parce que si on est la moitié de quelqu'un, ça veut dire qu'on est incomplet. Et si on est incomplet, comment lui peut la respecter?
À moins qu'il ait d'autres moitiés réparties dans la ville, là. Ça c'est possible. Exact. Alors, c'est vraiment à 21 ans que tu décides d'en faire de la magie ton métier, clairement. Hein. C'est ça, à 21 ans, je deviens professionnel, ouais. À vivre exclusivement de la magie de proximité en Belgique. Hein. C'est ça, et pas comme intermittent du spectacle, mais comme indépendant, c'est-à-dire, voilà, je paye mes lois sociales, ça veut dire que je n'ai pas le droit au chômage. Donc, je suis dans une situation de nouveau où j'ai intérêt à bosser, parce que si je bosse pas, je peux pas me nourrir. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors moi, ce que je te propose, si tu es d'accord, c'est de nous faire un petit premier tour. Ouais, très bien. Alors, je vais tourner un peu la caméra comme ça. J'imagine que vous voyez ce qui se passe. Oui, Ouais, je tout à vais fait. juste enlever les commentaires du coup. Je vais désactiver. Je vous montre ça parce que alors c'est pas très joli, mais c'est intéressant parce que c'est comme vous savez, des plaquettes de casino. Il y a deux ouvertures, une ouverture là, une ouverture là. Je vais prendre, logiquement, je demande à un spectateur d'emprunter de l'argent. Là, c'est un billet de 50 €. Hein. Je me rends pas compte ce que ça donne en dollars canadiens. Et donc, et là, je leur dis, mais alors, il est où le billet? Souvent, les gens me disent en deuxième, troisième position. Et je montre qu'en fait, non, il n'y est pas. Et s'ils ont encore 50 € à me donner, ça leur fait pas trop plaisir. Ce que je vais faire, je vais le faire réapparaître. Donc là, j'ai déjà 50. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut doubler les mises. Là, j'ai 100. Là, j'ai 150. Et si on attend encore un petit peu, j'ai 200 € de ce côté-ci, mais 200 € de l'autre côté aussi. Donc ça commence à être intéressant. Et je vois que certains d'entre vous, mesdames, vous me regardez avec des yeux différents. Hein. Mais dès qu'on enlève le billet, on se rend compte que tout ça n'a été finalement qu'un moment d'illusion. Voilà. Oh. Bravo, bravo. Alors, ce que je dis dans mon spectacle, souvent les applaudissements, on dit que c'est la nourriture spirituelle des artistes. Pas pour moi. Moi, c'est de l'argent. Donc, vous pouvez verser de l'argent sur mon compte en banque. Tu donneras mon compte à Samy. Voilà. Tu me feras parvenir. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle, on va dire, une routine. On appelle ça une routine. C'est comme un sketch, mais d'illusion, de création, enfin, d'illusion de proximité. C'est pas très poétique, mais c'est très visuel. Donc, ça marche bien avec les gens parce que les gens, ils aiment bien l'argent. J'ai une question parce que j'ai fréquenté dans ma vie, malheureusement il est décédé, un magicien qui faisait du close-up et qui vendait ses tours au marché. Et donc je me suis demandé tout simplement, est-ce que tu es passé par cette étape dans ta vie? De vendre des créations personnelles? Oui. Alors oui, j'ai vendu. J'ai vendu un tour qui s'appelle Émotion, et puis j'ai surtout publié des livres. J'ai un livre qui a été publié en France qui s'appelle Le Passeur d'illusions, et puis les droits ont été achetés pour l'Angleterre et les États-Unis. Ça s'appelle The Illusioneer, qui est un truc bizarre. Et dans la version française, c'est un coffret DVD livre. Mais dans le DVD, je n'explique rien, je démontre. Je ne sais plus combien de routines, mais 30 routines que je partage avec les professionnels et les passionnés de magie. Et j'ai 8 essais philosophiques. Alors pourquoi dans le DVD je n'explique rien? Parce que mon maître disait que la meilleure manière d'apprendre, c'était de voir le créateur le faire, et puis d'aller l'étudier dans un livre. Bien sûr. Et donc c'est pour ça que je ne fais que démontrer, mais je n'explique rien. Et ceux qui veulent vraiment étudier vont dans le livre pour chercher l'explication. D'accord. Alors, tu vas remporter différents premiers prix internationaux, c'est ce qu'on disait avec tout ça, à Las Vegas. Donc, le Society of American Magicians. C'est ça, Society of American Magicians. Ouais. À Nashville, donc l'International Brotherhood of Magicians en 87. À Londres, le Ron Macmillan en 87. Et à Bruxelles, je crois que c'était le Ring IBM en 86 et le Mandrake d'Or et puis plein d'autres. Oui, voilà, oui, voilà. Alors,
quand je suis parti aux États-Unis pour la première fois, donc c'était en 87, j'ai fait les deux. Il y a les deux concours, on va dire internationaux de haut niveau, c'est le SAM, Society of American Magicians, et IBM, International Brotherhood of Magicians. Et tout le monde me disait, mais attends, Carlos, les Américains sont les meilleurs, tu vas rien faire. Et j'ai gagné un premier prix à Las Vegas et à Nashville. Encore une fois, est-ce que c'était de l'inconscient? Je sais pas. J'avais juste envie de me mettre en challenge, parce que un concours, c'est quoi? Ça veut rien dire. Comme un Mandrake d'or, ça veut rien dire. Un Oscar, ça veut rien dire. Un César, ça veut rien dire. Qu'est-ce qu'on va comparer? Est-ce que Robert De Niro est meilleur que Al Pacino? Non. C'est peut-être le personnage qu'ils interprètent qui va être plus touchant ou pas. Moi, j'ai connu des champions du monde de magie qui avaient préparé un numéro, ils faisaient que ce numéro et ils ont remporté un championnat du monde. Donc, c'est un concours entre toi et toi en réalité, à mon sens. Hein. Mon sens, c'est ça. Voilà. Bon, il y a ma petite femme qui me marque bravo pour ton anglais, donc je sais qu'elle se fout de moi, mais... Non, elle est simplement sincère par rapport à toi. Ouais, voilà, c'est exactement ça. J'aurais une question par rapport à tous tes prix. Oui. C'est lequel que tu es le plus fier? Bonne question. Alors, le premier, celui de Las Vegas, parce que j'étais très très jeune, que j'ai pas dormi de la nuit tellement je flippais, tellement j'avais le stress, que je me suis rendu compte, parce que je voulais être parfait en fait. Je vais vous raconter une anecdote sur la perfection. Et puis quand j'ai fait le concours, parce qu'en 88 j'étais invité au Paul Daniels Magic Show, on n'était que 2 en Europe à avoir été invités dans cette émission à la BBC. Et donc j'étais très très fier, mais Las Vegas a été pour moi, c'était la mecque des magiciens et du jeu, donc ça a été le plus important prix qui m'a donné le plus d'émotion, on va dire. Mais pour revenir à la perfection, donc de nouveau 15 ans à Monaco, je travaille avec, moi je fais ce qu'on appelle de la magie de proximité, donc de table en table, tandis que les stars sont sur scène pour 45 minutes. Et là il y a Whitney Houston qui est là, et elle fait trois concerts. Et c'est des concerts de 45 minutes à peu près. Et Whitney Houston, c'est une voix incroyable. Bobby Brown était là, et elle chante magnifiquement bien. Et une chanson, elle fait une fausse note. Une fausse note qui dure peut-être 2 secondes. Et je dis, c'est incroyable. Le lendemain, la même chanson, la même fausse note. Le surlendemain, la même chanson, la même fausse note. Et là, je me dis, elle fait un blocage psychologique juste là. Et la leçon que j'en ai tirée, c'est que tout ce qu'on retient, c'est pas 44 secondes, 44 minutes 58 secondes de perfection, on retient 2 secondes d'imperfection. Ben, c'est comme disait Einstein, tu le sais bien. 9 fois 9, 9 fois 2, 18, 9 fois 3 machin, jusqu'à arriver à 9 fois 10, il dit 95. Tout le monde regarde, mais qu'est-ce que c'est? Et ben, en fait, vous avez tout vu, et ce que vous avez vu, en fait, c'est la faute que j'ai fait. Tout à fait. Je me souviens d'avoir vu ça effectivement sur les réseaux. Mais c'est ça. Et donc, à partir du moment où j'ai décidé de ne plus être parfait, eh ben, tout était plus facile. Ma pression psychologique, mon stress, le trac, ben, au lieu d'être à 80% ou il descendait à 30%. Une carte tombée par terre, il n'y avait pas mort d'homme. Donc, je pense que en anglais, on dit perfection is boring. Et c'est ça, la perfection, c'est chiant. Il y a juste un t-shirt que j'avais vu à Londres, que j'avais adoré, c'était, je le traduis en français, je suis tellement proche de la perfection que ça me fait peur. Ouais. Voilà. Exact. Donc je sais pas pourquoi on en est venu à parler de ça, mais... Parce que je t'ai demandé tout simplement, enfin je te tutoie, Oui, vas-y. voilà. Tout simplement, pourquoi le prix dont tu es le plus fier, voilà. Et tu m'as répondu celui de Las Vegas. C'est ça. Et Las Vegas a été pour moi une nuit où j'ai pas dormi, quoi. Tellement j'étais stressé. Donc, et de là, le stress est venu. Oui, moi j'ai plein de connexions bizarres. Hein, Et le fait d'en fait de s'être dit, finalement les gens ils remarquent que un point, ça t'a rassuré? Ben, je me suis dit, si je suis imparfait, si tout est parfait sauf une chose, les gens vont retenir que l'imperfection que j'ai faite. Mais si je suis imparfait, comme Juan, par exemple, Juan
Juan est très parfait, mais quand il mélange les cartons, enfin, on a l'impression en fait que tout ce qu'il fait, je parle de Juan Tamariz qui est une légende vivante de la magie, mais tout est tellement, on va dire, accidentel chez lui que on s'imagine même pas qu'il a la capacité de manipuler un jeu de cartes. Ouais, le personnage va bien au cas s'il faute, quoi. Ouais, c'est ça. Effectivement. Alors en plus de la magie, je sais que tu donnes des formations et des conférences spectacles sur la communication non verbale, Ouais, sur tout ce qui est technique d'influence et négociation irrationnelle. c'est ça. Voilà. Et tu travailles également sur ce que tu nous disais en début d'émission, sur la gestion du stress, des conflits et de la confiance en soi. Bah oui, parce que vu que j'ai fait plus de 600 émissions de télévision dans mon existence, pas simplement en Belgique, mais en France, en Espagne, en Italie, au Japon, enfin bref, bah oui, le stress, je connais bien. Hein, donc la gestion du stress, c'est important. Je vais boire un petit coup. Ouais, vas-y. bien sûr. Logique. Donc oui, tout à fait. Si on parle de ce sujet-là, il y a une chose fondamentale, à mon sens. Alors, il y a plein de techniques. Hein. Il y a une technique que moi, j'avais imaginée à l'époque. Il faut savoir que quand j'ai commencé la télé, donc dans l'histoire de la télévision belge, c'était la seule émission où il y avait le prénom de l'animateur dedans. Donc, la bande à Carlos et les autres. Après, le producteur m'a dit, tu fais une 3e saison. J'ai dit oui, si on m'offre des moyens financiers supplémentaires, parce que je trouvais qu'on tournait en rond. Et il m'a dit non. Je dis, au revoir, je suis parti. Et une semaine après, le directeur de la télé est venu m'a appelé. Et là, on m'a présenté le prime time. Dans la bande à Carlos, le talk show que j'avais une liberté totale. Dans le prime time, tout était stéréotypé. Je devais descendre un escalier, dire une phrase. Tout était écrit, etc. Et j'étais pas l'auteur de mes propres textes. J'avais un gars qui écrivait pour moi. Le problème, c'est que c'était une émission saisonnière. Donc, on faisait 12 émissions par an. Mais j'enregistrais le lundi, de 9h du matin jusqu'à 23h, et le texte arrivait vers minuit, et je devais l'étudier, parce que j'avais pas de prompteur, j'avais pas d'oreillette, et j'avais pas de fiche. Donc pour moi, je travaillais, j'étais un comédien qui jouait le rôle du présentateur. En fait. Et alors, ce qui était terrible, c'est que quand j'allais au studio 6, qui était le studio le plus grand de la RTBF, je passais devant le producteur et l'auteur. Et je voyais qu'ils avaient le texte et ils suivaient tout à la virgule près. Donc j'avais une pression psychologique terrible, quoi. C'était du faux direct, mais c'était comme un direct, quoi. Et donc, avant d'avoir une fille, j'avais un fils, c'était mon chat. C'était Winky. C'était un chat que j'étais complètement dingue de ce chat. Et donc, j'ai décidé à un moment donné de ne plus voir la caméra en imaginant... Oui, pour vous donner une idée, je faisais 38% de part de marché, donc c'est énorme. En Belgique, ça fait à peu près 600 000 téléspectateurs, mais en France, ça ferait 12 millions de téléspectateurs. Voilà. Et donc, j'avais une pression psychologique énorme. Et j'ai décidé de ne plus regarder la caméra comme un objectif avec 600 000 spectateurs, mais comme Winky. En fait, je parlais à mon chat. Et mon stress, grâce à cette technique que j'ai imaginée, a descendu. Après, en étudiant la programmation neurolinguistique, Milton Erickson, etc., je me suis aperçu que tout ça, je ne l'avais pas inventé, que ça existait déjà avant moi. Bien sûr. Mais donc, j'ai appris une chose très importante. J'ai appris qu'on ne peut pas être acteur et spectateur d'une communication. Ça veut dire, si on est acteur et spectateur, ça veut dire qu'on est dissocié. Si on est dissocié, il y a notre juge qui est là et qui nous freine, qui nous empêche d'être libres. Et donc ça, j'ai décidé d'être pleinement, en pleine conscience, dans le précieux présent. Et tout allait beaucoup mieux. Et aujourd'hui, bien sûr que quand je monte sur scène ou quand je fais une télé, etc., il y a un petit stress qui est là, mais c'est normal. Hein. Il y a une anecdote avec Sarah Bernard et une comédienne amateur qui disait, vous savez, moi j'ai jamais peur, hein, j'ai pas le trac. Et Sarah Bernard lui dit, vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent. Et donc oui, c'est important d'avoir du stress avant de monter sur scène, c'est une préparation au combat quelque part. Mais après, il y a le mauvais stress que j'ai vécu, où on se demande, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai les jambes qui tremblent, je vais 3 fois aux toilettes avant de monter sur scène.
je dis, mais je suis en train de me torturer, là, je ne prends pas de plaisir. Ça, c'est le mauvais stress que j'ai vécu et que j'ai combattu, et maintenant tout va bien. Et le bon stress, c'est, oui, on se prépare à monter sur scène pour donner de l'énergie, pour voilà, partager un moment exceptionnel ou extraordinaire avec le public. Et puis voilà. Génial, super. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu auras un deuxième tour que tu souhaiterais nous Oui. présenter? Alors justement, j'avais envie de vous donner une panoplie différente. Donc, on a parlé de création d'illusions, ouais, avec les biais. Ici, on va parler de techniques de tricheur, parce que j'ai fait un documentaire qui va sortir sous peu, qu'on va pouvoir acheter. C'est un docu-fiction, c'est comme un road movie que j'ai écrit et que j'ai présenté, qui s'appelle Poker Révélation Intime, et qui est la différence entre les tricheurs et les magiciens, parce qu'on est très cousins. Et j'ai eu le bonheur d'interviewer à l'époque Steve Fortet, le plus grand tricheur de tous les temps, contemporain, qui aujourd'hui travaille pour Las Vegas, et il n'avait jamais accordé d'interview à personne, et voilà. Mais il y a plein de personnalités comme Bill Kalouche, Bebel, qui est un magicien français qui était assez exceptionnel, Jean-Pierre Valarino, qui est mon frère de sang en magie, on va dire, enfin Bernard Billis, que que beaucoup de personnes connaissent. Donc ici, on est dans la tricherie, donc je vais tenter de ne pas sortir du cadre. Hein. Parfait. Alors aujourd'hui, vous le savez, on ne peut plus mélanger les cartes à la française. Il faut que les cartes en fait restent sur table. Hein, c'est important. Donc ce qu'on va faire, on va mélanger à l'américaine. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est un vrai mélange. Hein. Et lorsqu'on mélange, qu'est-ce qu'on fait? Habituellement, après le mélange, on coupe. Et là, logiquement, on ne peut pas savoir où sont, par exemple, les cartes les plus importantes. Et je vous rassure tout de suite, toutes les cartes sont bel et bien différentes. On va recommencer. On va reperdre les 4 as à 4 endroits différents. Voilà. Et si vous regardez bien ici, j'ai pas de connaissance, de marque, etc. pour reconnaître les as. Quand on fait un montage, c'est-à-dire quand on a par exemple 4 joueurs, je dois mélanger au moins 4 fois pour pouvoir distribuer les 4 as. Ici, je vais le faire en 2 fois, ce qui logiquement n'est pas possible. Donc on va mélanger une première fois, donc ça c'est un mélange à l'américaine. On va mélanger une deuxième fois, mélange à l'américaine. Et après avoir mélangé, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper, mais il faut couper au moins, pas en binaire, il faut au moins couper 4 fois pour être sûr qu'on ne puisse pas avoir de montage. Et là, on va distribuer donc 1, 2, 3 et première as. Deuxième. Troisième. Quatrième. Mais on va tenter d'aller encore plus loin, d'accord? Et là, c'est une impossibilité. Logiquement, techniquement, c'est impossible. Donc, les 4 as sont au-dessus, hein, on est d'accord? Je vais mélanger une seule fois et je vais couper une seule fois. Et là, manifestement, il est impossible de pouvoir se donner un carré d'as avec un mélange et une coupe. Mais on va quand même tenter de le faire. Donc ça, c'est le premier mélange et la coupe. Et je vais donc distribuer 4 joueurs. Est-ce qu'on voit les 4 joueurs? Oui. Oui, okay. oui. Et donc, je distribue donc 4 joueurs, comme ça. Alors, je suis désolé parce que le cadre est un peu étroit, donc voilà. Si j'ai un carré d'as, avouez que c'est quand même bien. Oui. Ouais. Mais en fait, un bon tricheur ne triche jamais pour lui. Un bon tricheur triche toujours pour quelqu'un d'autre. Wow. Wow. Voilà. J'adore. Merci. Bravo. Bon. Voilà, je remets les Donc commentaires. là c'est vraiment des techniques de tricheur hein, que je vous ai montré. C'est pas que des techniques d'illusionnisme. Parce que souvent, les gens pensent que nous... C'est pas parce qu'on fait une démonstration de tricherie qu'on est capable de tricher. C'est comme le maître d'arts martiaux qui, dans son dojo, est le meilleur, et puis il va dans la rue, il va se faire massacrer. C'est exactement la même chose. Nous, les créateurs d'illusions, on connaît peut-être 100 techniques différentes, qu'on parvient plus ou moins à perfectionner. Le tricheur, il en connaît peut-être 8, 10. Mais nous, si on se trompe, il n'y a pas de problème, on ne perd pas la vie.
Lui, s'il se trompe, il peut perdre la vie. On peut lui couper un doigt, on peut brûler ses mains, on peut lui casser les tibias. Donc, on sait vraiment, mentalement, c'est quand même différent. Exactement. Alors, je sais que tu es également journaliste, enfin, tu étais journaliste dans la première revue belge d'arts martiaux, C'est vrai. Belgium Budo. Et tu as publié. Il a bien bossé, hein, Samy? Ouais, toujours. Et tu as fait donc plusieurs livres. Donc, le premier livre, tu disais, donc francophone sur l'animation professionnelle, qui est donc les maîtres du temps promotionnel. Voilà, qui est un collector, hein, on ne le trouve plus. Collector, ouais, exactement. Et je sais que pendant ton temps libre également, tu vas pratiquer les arts martiaux. Je ne sais pas si tu en fais toujours. Toujours. Jamais arrêté. Ouais. Et le Mastro Défense System. Alors, en quoi consiste le Mastro Défense System? Alors, moi j'ai pratiqué le karaté depuis que j'ai 13 ans et demi. J'ai fait 8 ans de boxe américaine, c'est un peu du full contact. Et puis un jour, je présentais en fait le Festival international des arts martiaux et je vois arriver des mecs habillés en noir. C'est nous, d'habitude c'est le kimono blanc, il y a le respect. Et je vois ces mecs qui fument, qui se parlent entre eux. Voilà. Et Fred Mastro, je ne connaissais pas. Et puis j'étais dans les coulisses, puisque forcément je le présente. Et là, je vois un truc d'une violence et d'un réalisme. Et je dis, mais c'est pas possible. Et je me dis, mais je veux faire ça aussi. Et donc maintenant, depuis 15-20 ans, je suis à la fois, je continue les arts martiaux pour le développement personnel, mais je suis aussi instructeur de défense personnelle avec Fred. Et on a créé aussi un système qui s'appelle le Lady Defense. Enfin, quand je dis on a créé, il a créé et je suis son assistant, où on donne des cours de défense personnelle exclusivement réservés aux femmes, sans hommes, sauf lui et moi comme instructeurs. Et Fred Mastro, si vous allez sur YouTube, vous verrez plein de vidéos de lui. Il a des millions de followers. Et il a fait 27 chorégraphies de combat pour des films comme Taken, par exemple, le premier. Ouais. Toutes les scènes de combat au couteau, c'est lui. Il a travaillé avec l'avant-avant-dernier film de Jean-Claude Van Damme qui s'appelle Six Bullet, The Butcher. C'est lui. Et on le voit dedans. Et on a tourné ensemble, moi en tant que cascadeur, lui il a un petit rôle parlé dans un film de Danny Boone qui s'appelle... comment il s'appelle encore? Je sais plus. Le lion. C'est pas le lion? Non, pas le lion. Non, c'est Red Dang, voilà. Ah, génial ce film. Ah oui. Voilà. Donc, moi, je suis fan de Van Damme. Moi, je suis grand fan de Van Damme. Donc, Six Bullets, je l'avais adoré ce film. Il était super. Six Bullets, si tu te souviens bien, il y a un moment donné où Jean-Claude, il a des lunettes pour voir dans le noir dans une boîte de nuit. Oui. C'est pas Jean-Claude. Ouais. C'est notre ami Fred Mastro. D'ailleurs, tu vois c'est. Je dois y aller, je suis désolé. Bonne soirée. Bonne soirée, Jérémy. Et merci à Paloma aussi. Tu vas nous faire un dernier tour, tu vas disparaître, Jérémy. Exactement. 3, 2, 1, disparition. Merci à vous. C'est de la magie. Oh, incroyable. Il a disparu. Voilà. Comment il a fait ça? Ça me rappelle ma 7e édition de Pour la Gloire, où je faisais disparaître mes téléspectateurs. Génial. Il réapparaissait quand même, rassure-moi. Non. C'était des spectateurs, je suppose, virtuels qui disparaissaient. Non, des téléspectateurs. Puisque, en fait, l'émission s'est arrêtée parce que forcément, l'audimat commençait à baisser. Hein. Ah bah si les téléspectateurs disparaissent, il n'y a plus d'audimat, ça c'est sûr. À contrario, justement, c'est mathématique. Hein. Vu que tu en parles, quel est ton plus gros échec? Sincèrement, je ne vais pas dire que j'ai eu que des réussites, mais pour moi, un échec, encore une fois, c'est une manière d'apprendre. Quel est mon plus gros échec? À l'école, c'est vrai que j'avais pas mal d'échecs, mais je trichais, donc j'ai toujours triché. Je me souviens d'une anecdote où j'étais donc en première pour être prof de gym, et j'avais étudié tous les os du corps, parce que c'était l'ostéologie, donc il fallait étudier les os, les insertions musculaires, j'avais tout étudié sauf l'os du pied. Et j'ai une côte, donc ça va, j'ai un radius, ça va, et j'ai le calcanéum, donc le talon. Et c'est un os qui est plus ou moins comme ça.
Et le professeur me dit, allez-y, dites-moi quoi. Et je prends l'os et je dis, prenez-le. Et je le fais disparaître. Mais elle ne savait pas que j'étais magicien. Et donc, elle a halluciné, puis elle a commencé à me parler de la magie, etc. Et j'ai réussi. Donc voilà, la magie m'a toujours servi, mais sincèrement, j'ai pas vraiment eu d'échec parce que même la dernière saison de Pour la gloire, pour moi, c'était un moment magnifique. Et j'ai fait 2 saisons avec la Belgique a un incroyable talent, Belgium's Got Talent. C'était des émissions pour moi qui étaient vraiment une grande réussite, mais l'audimat n'était pas assez haut pour continuer parce que c'était 100 personnes, c'était une production qui est très... Mais personnellement, je ne vois pas... J'ai travaillé au théâtre du Gymnase, par exemple, j'ai fait 3 mois là-bas, 3 mois, et il m'est arrivé, parce que je travaillais le dimanche, le lundi, parce que le samedi, le vendredi, j'avais trop d'événements en Belgique, donc voilà. Et il m'est arrivé de jouer devant 8 personnes. Ouais. Mais est-ce que c'était un échec? Oui, on peut le considérer comme un échec parce que je n'ai pas, j'ai pas rempli la salle, qui était une petite salle. Hein. C'était la petite, pas la toute petite, mais la presque toute petite salle du théâtre du Gymnase. Je crois qu'on mettait 110 ou 120 personnes. Ben voilà. Mais non, j'ai pas considéré ça comme un échec parce que j'ai donné tout ce que je pouvais pour les 8 personnes qui étaient présentes. Et je me suis bien amusé. Et je pense que eux aussi. Donc, j'ai pas vraiment d'échec. Oui, dans ma vie privée, peut-être. Ah, ça c'est autre chose. Là, je ne voulais pas aborder ce sujet. Je parlais de ta carrière professionnelle. Là, nous ne sommes pas sur Gossip ou, je ne sais pas moi, Public, tout ça, Gala. Non, on est chez Artistica Production. On parle de production artistique. Écoute, sincèrement, vraiment, moi je trouve que j'ai eu tellement de chance et j'ai jamais galéré en fait. Depuis que j'ai 21 ans, j'ai travaillé partout dans le monde, au Japon, en Amérique du Sud, en Chine, j'étais à Hong Kong, j'ai fait 5 spectacles là-bas, en Russie, enfin partout, pour des rois, des princes, des mafiosos, des ouvriers. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance. À tel point que je me dis, maintenant que je commence à être moins jeune, je me dis peut-être que c'est là où la galère va arriver. Mais bon, vu que tu es magicien, tu pourrais pas nous faire disparaître Vladimir Poutine du coup? Tu vas en Russie. Je suis pas sûr qu'il soit si mauvais que ça. On va pas parler de ça. Hein. Ouais. C'est comme Trump, etc. Méfions-nous des gens qui manipulent les médias pour nous. Voilà, on va pas parler de ça. Je dirais juste une petite remarque. Ce sont les meilleurs magiciens, c'est ceux qu'on ne soupçonne même pas, qui nous font apparaître des informations qu'on ne comprenait même pas d'où elles viennent. Exactement, c'est comme dans mes conférences, je dis que les gens font parfois l'amalgame entre l'influence et la manipulation. L'influence, on est influencé presque 24 heures sur 24, même quand on dort, puisque c'est notre inconscient qui parle. La manipulation, quand elle est bien faite, on ne sait pas qu'on est manipulé. On le sait que trop tard, quand la manipulation a été faite. Et aujourd'hui, oui, une anecdote, un jour je suis en train de manger dans un restaurant avec une copine, et à côté de moi, il y a un Français que je ne connais pas, et je fais des tours à cette copine. Il me dit, ah, vous êtes magicien? Je dis, oui, créateur d'illusions. Il me dit, vous connaissiez Michel Colucci? Je dis, pas personnellement, mais oui, je le connais. Et il me dit, vous savez, Michel, moi je le connaissais bien. Il n'a pas eu un accident de moto, on l'a tué. Bon. Moi, ça rentre dans une oreille, mais ça sort pas de l'autre. Et puis les années passent et je vois un humoriste, j'ai oublié son nom maintenant, vous savez, qui fait Digicode, je ne sais pas si ça vous parle. Digicode? Ouais. C'est Marc Jolivet? Comment? Digicode, c'est Marc Jolivet? Voilà, Marc Jolivet. Et je vois Marc Jolivet face caméra et qui dit, mais je te parle de plusieurs années après, il dit, vous savez, j'ai été voir le dernier spectacle que Coluche préparait. Je peux vous dire une chose, il allait déranger beaucoup de monde. Et je peux vous dire une chose, il n'est pas mort dans un accident, on l'a tué. Et alors, juste une anecdote encore par rapport à ça, parce que Patrick Sébastien, je l'ai quand même fréquenté pas mal. Un jour, il me dit, voilà, je suis en voiture, il y a une voiture qui le suit, et il va à son bureau. Et donc la vitre s'abaisse,
Lui, il les appelle les Men in Black. Ils étaient habillés en costume noir, un peu comme les Men in Black. Et il dit, Monsieur Sébastien, est-ce qu'on peut venir dans votre bureau? On a à vous parler. Il dit, non, je ne vous connais pas. Vous ne rentrez pas dans mon bureau. Et le mec lui dit, Monsieur Sébastien, faites rire les Français, mais ne les faites pas réfléchir. Donc voilà, il y a des choses qui sont au-dessus de nous, et oui, on n'est pas grand-chose finalement. Ouais. Et c'est pour ça que du coup, après avoir vu tout ça dans différents milieux, tu t'es dit que il fallait apprendre les codes à des personnes pour éviter les manipulations, en fait. En fait, oui et non. C'est-à-dire, le dernier livre qui est dans les mains de 4 éditeurs en France parle de tout ce que je transmets lors de ces conférences et de ces formations. C'est comme la magie. Hein. On peut l'utiliser pour le bien, les créations d'illusions. On peut l'utiliser pour le mal, les tricheries. Moi, on m'a proposé pas mal d'argent pour tricher dans des parties privées. Je ne l'ai pas fait parce que mon but, c'est de faire du bien autour de moi. Avec les techniques que je transmets lors de ces conférences, ce que je vais transmettre dans le livre, on peut le faire pour le bien, on peut le faire pour le mal. Mais j'ai fréquenté des gens qui étaient dans la partie sombre. J'en connais pas un qui n'a pas fait beaucoup de prison. Quand je parle de beaucoup de prison, c'est 8 ans et demi de prison, par exemple, quand je connais personnellement. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais je pense que toute action amène une réaction, tôt ou tard. Donc, je donne simplement, c'est pas en une conférence de 3 heures ou 3 heures et demie qu'on va changer le module de pensée. On va simplement permettre aux participants de comprendre qu'on peut effectivement influencer l'autre, qu'on peut le décoder. Juste un exemple, et là c'est en plus une technique qui vient de Montréal. Il y a un type qui s'appelle Philippe Turchet qui a créé la synergologie. Alors, brièvement, ça c'est une microfixation, ça c'est une microfixation, ça c'est une microfixation. Si je suis vers l'autre, je l'écoute. Si je suis vers moi, je m'écoute. Donc, en négociation, par exemple, si on voit quelqu'un qui est comme ça, il faut rien dire d'important à ce moment-là parce que il va pas pouvoir l'imprimer. Si on parle de ceci, donc on se gratte, hein, le grattage, on va l'appeler comme ça, c'est de la déstabilisation. Ça veut dire que l'autre est déstabilisé ou il cache quelque chose. Si on fait la micro-caresse, voilà, ça c'est le bien-être. Sauf si la micro-caresse va de l'extérieur vers l'intérieur. Un exemple, là je me renferme vers moi. Mais il faut savoir qu'il faut 5 à 6 indices pour être sûr que notre décodage est correct. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas savoir la différence entre le physiologique et le psychologique. Un exemple, je ne sais pas si ça se voit parce que je suis peut-être un peu fatigué, mais mon œil gauche, celui-ci, est un peu plus ouvert que l'œil droit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai développé plus mon hémisphère droit. Un hémisphère droit, c'est l'émotionnel, c'est l'intuition, l'irrationnel. Il gère toute la partie gauche du corps. L'hémisphère gauche, centre du langage, communication, rationalité, gère toute la partie droite du corps. Donc quand je vois quelqu'un qui est comme moi, je vois vous avez développé plus le côté émotionnel. Donc sur papier, vous allez entamer par exemple une relation amoureuse avec quelqu'un, mais vous savez que c'est pas bon. Mais vous y allez quand même parce que c'est votre émotionnel qui l'emporte. Mais peut-être qu'il a un problème à l'œil et je ne le sais pas. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc quelqu'un qui dit, un mentaliste par exemple sur scène, qui dit moi je déconne en 30 secondes. Le dernier spectacle que j'ai donné, c'était à Lannes. Je fais tout un décodage sans trucage, donc vraiment, avec 5 spectateurs. Je fais distribuer 4 jetons noirs. Ils doivent jouer le rôle du menteur. Et celui qui a le jeton blanc doit jouer le rôle du vériteur. Ça se dit pas, mais bref, celui qui dit la vérité. J'ai réussi à décoder 3 très bien, et les 2 derniers, je me suis trompé. Pourquoi ? Parce que c'est trop rapide. On ne peut pas dans le mentalisme de spectacle, je parle, on ne peut pas réussir comme ça à cette vitesse-là. Il faut du temps. C'est comme l'hypnose. Hein. Moi, je fais de l'hypnose dans mes spectacles aussi. Mais je ne fais aucun test de réceptivité, comme Mesmer, etc. Je dis, qui ne croit pas à l'hypnose ? Moi ! Et je le fais venir sur scène, et là, je fais des inductions immédiates avec lui. Mais parfois ça marche pas. Mais bon, comme j'aime bien me mettre en danger, moi ça m'amuse.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je voulais juste revenir. Tu as donc fait ta première apparition à la télé en 92, 29, 30 ans. La première, c'était sur RTL TVI, dans l'émission Entrée libre. Ah non, j'ai fait avant. Tu l'as fait avant. Ah oui, j'ai fait avant, carrément au Luxembourg. Donc pendant des années, j'ai animé le Festival international du film de Bruxelles, Ok. où je m'occupais des acteurs, des réalisateurs, des agents, etc. Et quelqu'un de Luxembourg, radio-télé luxembourgeoise, m'a invité à Luxembourg pour faire ma première émission de télévision. Mais alors, moi, j'ai pas la notion du temps, donc je peux pas vous dire. La seule chose que je peux vous dire, qu'il y avait deux artistes. Enfin, moi, je suis un artisan, mais il y en avait un autre qui est artiste, certainement, ou qui est devenu un artiste. C'était notre première télévision. Et l'autre monsieur, c'était un chanteur qui s'appelle Marc Lavoine. Ouais. Et il était tout timide, je veux dire, j'ai même pas parlé avec lui, hein, on était chacun de notre côté comme ça. Et ça, c'était ma première émission de télé. Et avant ça, ou après ça, j'ai fait un concours télévisuel où j'ai été deuxième, j'ai pas été le premier. Le premier, c'était un chanteur, parce que le jury pensait que l'assistante que j'avais était une complice. Pas du tout, c'était une fille du public. Bon, bref. Et ça s'appelait Visa pour le show. Et je pense que c'était dans les années 83, un truc dans le genre. Mais je sais plus exactement. Oui, parce que j'étais pas encore professionnel, donc ça devait être 83 dans ces eaux. Ça, c'est mes premières télé. Après, oui, j'ai fait beaucoup. J'ai fait Entrée libre, c'était pas mon émission, hein, j'étais juste un rubriqueur qui faisait de la magie aux personnalités qui venaient, qui était reçu par Philippe Soreille, qui était un animateur remarquable. Et voilà. C'est ça. Alors, il y a Kevin qui te marque bravo à ce monsieur. Je vais manger, mais c'est très intéressant. En tout cas, très vite. À bientôt. Bon appétit. J'aurais une question vis-à-vis du mentalisme moderne, parce que en fait, voilà, je n'utilise pas forcément TikTok, mais il y a, pour ne citer que la personne que j'ai en tête, Fabien Olicard. Qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle génération de mentalistes? Alors, Fabien Olicard, c'est celui qui a, on va dire, fait un défi, c'est-à-dire de faire une expérience par jour. Donc, il a fait 365 expériences différentes. Il est très, très, très connu, hein, il est très populaire. Il a écrit plusieurs livres, grand public. Comment dire, je peux pas vraiment en parler parce que j'ai pas vu son spectacle. J'ai vu des extraits de son spectacle où j'étais pas personnellement subjugué. Maintenant, je l'ai vu dans je crois que c'est l'IRES, je sais pas si ça vous parle. IRES, c'est des sortes d'émissions où on va par exemple parler avec Patrick Burensteinas, qui est un alchimiste incroyable. On va parler avec tous des gens de la vie après la mort, enfin, etc. Et je l'ai vu en tant qu'invité là, et là, je l'ai adoré. Parce qu'il était, à mon sens, authentique, vrai. Maintenant, voilà, le peu de choses que j'ai vues de lui sur scène, c'est pas mon mentalisme préféré. Si on parle de mentalisme vraiment de télévisuel, de talent, je vais plutôt penser à Darren Brown, qui est un Anglais. Un personnage que je connais mieux, qui s'appelle Victor Vincent, qui est assez connu en tant que mentaliste aussi. Je préfère, on va dire, il y a un personnage qui est construit, c'est pas vraiment mon truc à moi, mais il est quand même très puissant. Ses effets sont très forts. En revanche, moi, je suis peut-être un des seuls mentalistes à n'utiliser aucun trucage électronique. Voilà, j'aime les choses comme dans toutes mes illusions, en fait. Que ce soit en cartomagie, avec les pièces, j'utilise aucune carte truquée, aucune pièce truquée. Alors bien sûr qu'il y a des effets que je m'enlève de mon répertoire, mais je trouve que que je suis vrai. Aujourd'hui, je vois des magiciens, par exemple, qui font des trucs incroyables à la télévision, et c'est du trucage télévisuel, ou des complices. Et je me dis, mais alors on trompe le public, ça me plaît pas. Donc voilà, je sais pas si j'ai pu répondre à ta question, mais... Si, tout à fait. C'est ce que je voulais que tu nous expliques la mentalité, parce que comme tu as traversé plusieurs époques, tu as vu plusieurs évolutions,
Et forcément, moi qui suis fan, parce que je ne suis pas magicienne, je suis magicienne de la voix, c'est autre chose. C'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. Du coup, ce qui fait que on le voit sur donc les différents réseaux, les tours de magie, les tours de mentaliste. Et tu as parfaitement répondu à ce que j'avais en sous-jacence dans cette question. Alors n'oublie pas, sur les réseaux, tu peux avoir des montages. Oui, Je te donne un exemple. Je te demande de penser une carte, en fait, mais tu la visualises, mais je ne touche pas au jeu. Ou... On fera une expérience tout à l'heure là-dessus. Ok. Et après, qu'est-ce qu'on voit? On voit le mentaliste qui dit pense à une carte. Et on ne voit pas le fait qu'il a déjà fait penser à la carte avant. Il dit c'est une carte rouge, c'est du carreau, c'est le 8 de carreau. Et on a un miracle. Et on fait waouh! Le premier à avoir vraiment, on va dire, fait ça est un magicien américain qui s'appelle David Blaine, qui a commencé à faire en fait une sorte de série d'émissions de télévision dans la rue. Au départ, je n'étais pas fanatique, mais aujourd'hui, je trouve qu'il est remarquable. Mais pour moi, celui qui a été, on va dire, ma plus grande influence, et c'est grâce à lui que je suis parti au Japon, parce qu'au Japon, c'était une star, s'appelle Max Maven. Si tu vas sur YouTube et tu fais Max Maven 1984, ça a été le premier mentaliste à faire une émission nationale où il faisait des tours de mentaliste à travers l'écran pour les téléspectateurs. Et alors le début de l'émission est terrible, ce sont des portes qui s'ouvrent et ça fait... Et on a des éclairs. Et puis un peu plus loin, donc on a un travelling. Et puis tu as une silhouette qui arrive et tu as une tête. Mais c'est vraiment sa tête. Il était comme ça, il vivait à Los Angeles. Hein, donc, enfin, genre, tu le vois et il rentrerait là chez toi, tu aurais peur parce que tu sais pas trop. Mais c'était une tête très impressionnante, tu sais, avec... ici, tout était rasé, donc c'était, il avait comme... enfin voilà, il était maquillé, il avait une sorte de barbe qui était dessinée. Et la caméra vient sur lui, il fait bouh. Et ça commence comme ça. Donc il crée une tension et puis le bout dit on est là pour partir avec du rire, du sourire, etc. Et quand j'ai été voir son spectacle, parce que j'ai eu le bonheur de voir son spectacle, même si on s'était fréquenté et connu, j'avais jamais vu vraiment son spectacle en entier. Je peux pas dire qu'il m'ait trompé. Il a fait 8 effets, j'ai pas été trompé, mais c'était tellement puissant au niveau du jeu d'acteur, au niveau de ce qu'il enseignait, de ce qu'il se transmettait, les émotions, que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et quand j'ai commencé à écrire rien, dans ma tête, il y avait Max Maven qui était présent. Ah, génial. Génial, génial. Alors moi, je voulais savoir, Carlos, quand même, de toutes tes expériences à la télé, parce qu'on sait que tu as été animateur, je voulais quand même revenir là-dessus un petit peu aussi. Tu as animé donc Carlos et les autres, la bande à Carlos, pendant 6 ans, 6 ans et demi, il y a eu justement donc l'émission Pour la gloire sur la RTBF. Et puis je sais que tu as participé aussi en tant que membre du jury des 2 saisons de l'émission Belgium Got Talent, c'était en 2012 et 2013. Et de tout ça, quelle est pour toi ta meilleure expérience et ton plus beau souvenir? J'en ai plusieurs. Je bois. Vas-y. Je parle beaucoup. Alors, j'en ai plusieurs parce que dans la bande à Carlos, j'ai reçu quand même des gens incroyables, hein, comme Renaud, Bertrand Blier, Henri Verneuil. Ouais. Alors, Henri Verneuil, Barbara Hendricks, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Très mauvaise imitation, excusez-moi. Henri Verneuil, j'aurais pu l'écouter pendant des heures tellement il était fascinant. Donc, c'est le fait d'avoir côtoyé toutes ces grandes stars, et puis d'autres que je pensais être grandes et qui humainement, donc des grands artistes, mais pas humainement très intéressants. Et sinon, donc ça c'est au niveau des rencontres, on va dire, personnelles. Renaud, par exemple, il était d'une sensibilité incroyable. J'ai reçu Eli Kaku quelques jours avant qu'il parte, qui était d'une timidité exceptionnelle. Ouais. Mais en revanche, là où moi j'ai eu le plus d'émotion, c'était de voir des gens qui n'étaient pas du tout, on va dire, artistes, entre guillemets, c'est-à-dire un déménageur qui venait sur scène pour chanter dans Pour la gloire et qui avait un talent incroyable, quoi. Et donc, ce que je retiens de Pour la gloire, c'est ça, c'est-à-dire des anonymes
des anonymes qui ont un talent fou. En 88, donc je fais The Paul Daniels Magic Show. Donc, on est 2 Européens à être invités dans cette émission. Personne ne me connaissait à l'époque, mais j'étais quand même déjà champion d'Europe. Et on écrit à tous des magazines de télé parce que je vais passer sur la BBC, quoi. C'est un petit Belge, entre guillemets, qui passe à la BBC. Personne n'a voulu faire d'article. Personne, même pas un petit encart. Hein. Et puis, Claude Delacroix m'appelle, je fais le casting, je deviens l'animateur vedette de la bande à Carlos. Et là, tout d'un coup, j'ai des premières pages. Je fais les premières pages de tous les magazines de télé. Et je dis, mais attends, je fais des premières pages alors que j'ai encore rien prouvé. Tandis que l'autre, dans le côté artistique, magique, j'avais prouvé des choses et personne ne me parle de moi. Et donc, chaque fois, j'ai voulu combattre ça avec les journalistes en disant, mais pourquoi vous ne parlez pas des gens qui ont du talent et que personne ne connaît? Oui, mais justement, personne ne connaît. Oui, mais justement, ce sont peut-être les prochaines stars du futur. Moi, Axel Red, par exemple, j'ai fait son anniversaire, elle avait 18 ans, elle avait sorti déjà à l'époque, c'était des vinyles, des 45 tours, personne parlait d'elle. Et donc, en Belgique, en fait, et j'imagine que c'est un peu partout, peut-être moins en France, mais quand même, pour être connu, il faut être d'abord connu à l'étranger. Voilà. Comme Morane, Sonia Dromier de son vrai nom, parce que son nom de scène, c'est Victor Laszlo. Enfin, il y a plein de talents comme ça qui ont dû s'exporter. On prend l'exemple de Sandra Kim qui a gagné l'Eurovision en Belgique. Sandra, sincèrement, c'est une chanteuse remarquable, mais elle a dû partir en Flandre pour faire carrière. Parce que du côté des Flandres, il y a beaucoup plus d'opportunités, que ce soit au théâtre, que ce soit en concert, que du côté francophone. Donc voilà, je ne me souviens plus de ta question, mais voilà. Je voulais savoir quelle était ta plus belle anecdote, ton plus beau souvenir, que ce soit aussi bien pour Carlos et les autres, la bande à Carlos ou pour la gloire. Écoute, il y en a tellement. Tu sais faire de la magie à la Ximini, c'est incroyable. J'ai fait de la magie à Jack Nicholson aussi, où il y avait Paul Daniels, qui chantait après, où il a fait une improvisation sur le Joker, parce que c'était la période où Nicholson jouait le Joker dans Batman. J'ai tellement j'ai fait les 50 ans d'Alice Cooper à Dubaï, invité par un chèque. Sans provision, Fabrice. Voilà. Et donc, j'ai travaillé 4 fois pour la famille royale en Belgique. J'ai côtoyé la famille princière à Monaco. Enfin, j'ai tellement de choses incroyables que voilà. Ouais. Et puis, tu as endossé également la casquette d'acteur, c'est ce que j'ai vu, pour la première fois, donc en 2015, pour jouer un manipulateur poursuivi par la police dans le film Ronin. Oui, c'était une série en fait. Ouais, c'était pas le film. Non, c'est pas le film avec Robert De Niro, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Non, j'aurais bien voulu. Jean Reno, là, ouais. Donc un nom en référence au Samouraï 100 mètres, un film d'action dont le scénario est signé Ghislain Brix, d'après une idée de Sébastien Vandenberg et avec Ibrahima Keïta. Ouais. Et Sébastien, aujourd'hui, il est aux États-Unis, il vit aux États-Unis. Il a fait plein de films en tant que cascadeur. C'est un instructeur MDS aussi, et c'est quelqu'un qui est incroyable, quoi. Il a un vrai talent. C'est ça qui est terrible quand on est cascadeur et qu'on a même un rôle parlé, c'est qu'on a des étiquettes. Ce type mériterait d'avoir la place, ou en tout cas d'être un concurrent de Jason Statham, par exemple, parce c'est un excellent comédien, et en plus de ça, c'est un sacré bagarreur, quoi. C'est vrai. Tu as joué également dans le rôle de Neville Devenham dans la série Theodosia de HBO. Tu apparais après le 17e épisode. Voilà, et là j'ai joué en anglais et je me suis doublé en français. Et c'était la première fois que je faisais du doublage, et c'était très intéressant, mais plus facile, je dirais, parce que je connaissais le personnage, l'énergie du personnage, puisque c'était moi. Donc voilà. C'est ça. Et tu as fait une apparition dans le film Au croisement des 3 chemins, c'était en 2022, de Evgeny Zaitsev, avec dans le rôle principal Roger Dirick. Tout à fait. Là, je joue un voyou qui va fracasser le rôle principal.
C'est quelque chose que tu aimerais faire de plus en plus, de jouer au cinéma, télé? Là, je viens de terminer, c'est comme ça que j'ai rencontré mon amoureuse qui est juste là. Je viens de terminer en fait un long métrage où j'ai le rôle principal masculin qui s'appelle La vérité sort du puits. Alors, bien sûr que j'aime bien me mettre, je dirais, dans des situations, mais à choisir entre le théâtre et le cinéma, je préfère le théâtre parce que le théâtre, t'es bon tout de suite ou t'es pas bon. Au cinéma, tu peux répéter, tu peux faire 18 fois la même scène, ce qui ne nous est pas arrivé parce que c'était une petite production indépendante, donc on avait une caméra, donc on faisait un chant contre chant et un plan général, donc il nous arrivait de jouer 3 fois la même scène et passer à autre chose, quoi. Mais c'était une belle expérience puisque j'ai rencontré ma nouvelle amoureuse. Donc, Génial. Génial, génial. Et au théâtre, effectivement, tu as eu cette expérience-là, parce que tu as joué il y a 10 ans, les 25, 26 et 27 septembre, dans la pièce de théâtre L'Anagramme des Sens de Sylvie Godefroy, au théâtre Fou Rire. Ouais. Avant ça, bien sûr, il y a eu Fantomas, bien sûr. Ouais. J'ai joué dans différentes pièces et j'ai joué aussi. Et j'ai fait du coaching d'acteurs, c'est-à-dire je coachais les acteurs au cinéma et au théâtre pour la magie, en fait. Ah mais non, mais j'ai joué aussi dans un autre film qui s'appelle Anatomy of an Anti-Hero, qui est une production belgo-américaine. Et là, j'ai joué en anglais aussi, et je joue le bras droit d'une mafieuse, voilà. Bon. Voilà. Alors, il y a une personne dans le chat, je voulais quand même te le dire, je voulais la faire monter, mais visiblement, elle préfère rester dans le chat. Elle a écrit « Coucou Samy, est-ce que tu peux dire à Carlos qu'une certaine Audrey l'aime ?» Elle est juste là. C'est pour ça que je rebondis là-dessus. Voilà, c'est rigolo. J'avais dit monte si tu veux. Elle avait que ça à faire, tu vois. Elle s'ennuyait, elle dit je vais lui écrire quelque chose. Maintenant, c'est publiquement fait, Audrey. Et en plus, il y a ma chatte qui est sur ses genoux. C'est beau, on peut paraître dans le public. Ça y est, tout va bien. Excellent. Alors, je sais que tu as entamé aussi à la fin de 2014 une tournée de spectacle dans les Kinépolis de France et de Belgique, remplaçant ainsi la projection de films dans la salle réservée pour ton spectacle. Ouais. Ça, c'est beau. C'est vraiment beau. Et je sais que tu as été associé aussi au projet d'opéra rock belge Opez, initié par Alec Mention. Si vous vous souvenez, c'est l'amour. Oui, c'est Hope. Ah oui. Hope. Léopold, oui. Ouais. J'arrive pas à faire la chorégraphie, mais... Ben voilà, j'étais, j'ai été associé, on s'est beaucoup fréquenté à ce moment-là. On s'est fréquenté à Avignon aussi parce que j'ai fait une première mondiale à Avignon où je jouais en fait le rôle d'Albert Camus dans une première mondiale écrite par Vincent Engels, qui est un auteur assez connu en Belgique et qui s'appelait Jonas. Donc voilà, on a beaucoup. En fait, on logeait dans une magnifique maison qui était au chanteur Schultes. Oui. Je me fous. Jean Schultes. Vous de vous m'aimez. Batterie, il reste 25%, comme ça tu sais. Voilà, de toute façon, on va bientôt arriver à la fin. Et puis, je voulais aussi évoquer que... Le mentalisme, il faut que je fasse un truc avec du mentalisme. On va le faire tout de suite. Et je voulais juste te dire que, effectivement, de par tous ces projets, ça c'est ce que je voulais dire, on peut constater que tu es également comédien, improvisateur, animateur, conférencier, auteur, formateur et journaliste. Et de toutes ces casquettes, laquelle tu préfères? La mienne. Non, je préfère le bonnet de Audrey. Regardez bien parce que elle m'a fait mourir de rire avec ça. Je sais pas si vous lisez. C'est écrit à l'envers, faut retourner sur la caméra. Alors c'est écrit I don't like magic, hein, donc j'aime pas la magie, but I love Carlos Vaquera. Mais j'aime Carlos Vaquera. C'est drôle. Moi, je suis un touche-à-tout artistique, donc il n'y en a pas un que je préfère. Je sais moi. Ce sont des morceaux de moi que je transmets aux autres. Je vais parce que comment on a... Non, pas tout. Elle ne dit pas tout quand même. Non, pas tout. Ça, c'est un jeu normal. Ça, c'est un jeu spécial. Alors, j'enlève juste les commentaires. Vas-y, présente ça. Il n'y a pas de souci. C'est un jeu spécial. Pourquoi je vais vous montrer. Parce que il est vachement plus grand, donc je peux même pas cacher. D'accord. Donc pour manipuler, c'est difficile. Je vous montre un peu les cartes
on mélange un petit peu, hein, elles sont toutes différentes. Et j'ai travaillé sur les sens, hein, pas ce produit qui augmente et qui enrichit les caisses de l'État. Ah voilà, j'allais le dire, tu m'as piqué ma vanne. C'est pas sympa. Ah oui, oui. Mais en Aïe, fait, aïe, aïe. Non, c'est pas grave. je me rends compte que ça va être compliqué parce que vous allez peut-être penser qu'elles sont marquées. Donc, je vais tout raccourcir et je vais faire une expérience de clairvoyance. Donc, alors, l'une ou l'un d'entre vous, je me mets comme ça, je ne sais pas si on voit, je vais passer les cartes comme ça et quand vous voulez, quelqu'un me dit stop et je m'arrête. Stop. Est-ce que je passe ou je passe pas? Passe. Je passe. Donc, on s'arrête ici? Oui. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre cette carte qui est donc face en bas dans un jeu face en l'air, d'accord? Si je retourne le jeu, maintenant toutes les cartes sont face en bas, sauf une carte qui est face en l'air. On est d'accord? Oui? Oups. Oui? Oui. Oui. On a mélangé le jeu. La seule manière pour moi de connaître l'identité de cette carte, c'est ce qu'on appelle la clairvoyance. C'est-à-dire faire voyager mon esprit à l'intérieur du jeu. Ok, c'est une carte rouge. C'est du cœur. C'est moi compter. C'est le 5 de cœur. On va regarder, hein, d'accord? Donc, toutes les cartes, il y en a une qui est retournée, voilà, ici. Toutes les cartes sont, sauf une que tu as choisie, et j'ai dit le 5 de cœur. Bravo. On fait juste une dernière petite expérience. Puisqu'on a déjà fait une première expérience avec le 5 de cœur, dis-moi la carte qui te ferait plaisir. Là, je prends le jeu normal. L'as de trèfle. Est-ce que tu veux changer d'avis ou pas? Je suis en train de regarder. Non. Attends, on va regarder ensemble. Je ne sais pas si on voit. Oui. L'as de trèfle, parce que je sais qu'il est plus ou moins au milieu du jeu. Voilà, l'as de trèfle, je l'ai vu. Plus ou moins au milieu du jeu. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, non? Non? Non. Est-ce que je vais couper le jeu, je vais mélanger le jeu. J'essaie de ne pas sortir du cadre, hein, pour être sûr que je ne mélange pas, enfin que je ne mélange pas, que je ne triche pas. Tu vas me dire un chiffre. Non, tu vas d'abord regarder le jeu. Tu regardes le jeu? Oui. Est-ce que consciemment tu as vu l'as de trèfle? Non. Non, mais inconsciemment tu sais exactement où il est parce que l'inconscient est ouvert 24 heures sur 24, même dans notre sommeil. Dis-moi un chiffre, ce que tu veux, ou un nombre, c'est comme tu veux. 5. Pardon? Le 5. Le 5. Est-ce que tu veux que je compte 5 cartes et donc je retourne la prochaine, ou est-ce que tu veux que j'élimine 5 cartes, ou est-ce que tu veux que je compte pour arriver à la 5e carte? Éliminé. Éliminé. Donc j'en élimine 1, 2, 3, 4, et j'élimine, hein, c'est ça, hein? 5. On est d'accord. Tu permets que je regarde? Si la carte qui est au-dessus, c'est la carte à laquelle tu avais pensé, c'est-à-dire c'était l'as de trèfle. Ah non, pas possible. C'est toi, hein, c'est pas moi, hein, c'est toi qui... Ah non, mais c'est impossible. Formidable. Bravo. Ah non, mais ça, c'est... Oh là là. On s'y fera jamais, hein. On s'y fera jamais à ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci infiniment. Puis je sais que tu adores également voyager. Tu es quelqu'un qui voyage énormément. Ben, j'espère un jour pouvoir jouer à Montréal mon spectacle Rien. Dès qu'il y a une salle qui serait intéressée, j'arrive. Mais je serais ravi. Et tu déclares juste pour toi, la richesse, c'est d'aller dans plein d'endroits différents. Tout à fait. Bah, pour jouer ton spectacle qui s'appelle Rien, il faudrait trouver une salle qui s'appelle Nulle part. Oui. Ça irait bien. Ça existe, Génial, génial, génial. Bah, Carlos, on te remercie énormément. C'est moi, et puis que le bonheur vous accompagne toutes et tous, et au plaisir d'une rencontre. Oui. Et qu'on refasse une émission ensemble très bientôt. Avec plaisir. Super. Merci, On Carlos. va passer à Franck Anime World qui est juste là en bas, qui chante des génériques manga entre autres, voilà, qui fait beaucoup de choses. Et on démarre tout de suite. Le temps de clôturer l'émission, je rouvre tout de suite dans 30 secondes avec Franck et avec tout le monde. Ouais. Donc si tu veux venir faire un tour du coup avec ta petite femme, bah, sois bienvenue avec Audrey. Si vous voulez vous connecter à nouveau, regardez ce que Franck fait un petit peu. Voilà. Là, on va regarder parce qu'il me reste encore un petit peu de batterie.
Donc, Alors, je je suis d'accord déconnecte. que Franck va le faire maintenant, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, je vais juste par contre déconnecter et reconnecter. Je te renvoie une invitation du coup, comme ça tu D'accord. peux être avec nous. Parfait. Allez, à tout de Merci. suite. Merci Ciao. et à bientôt. Merci À Carlos. bientôt, au revoir, bonne heure. Ciao.